Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Est-ce que tu pourrais regarder ma voiture ? Voilà une phrase que Benoît a entendue plus d'une fois dans sa vie. Benoît est mécanicien depuis bientôt plus de 10 ans et il est venu me livrer son expérience. Oui, Francis ? Dis, c'est Dani. Dis, t'es un criminel, hein, mon gars. C'est dégueulasse, ce que t'as fait. Je suis avec madame Dessanger ici, je suis occupé à inspecter ici au centre du contrôle technique sa bagnole. T'es un criminel. Tu dois faire son mandat d'artillerie, c'est dégueulasse. T'as été refoutu que des trucs fouillés. Non, je me calme pas, Francis. T'es un criminel, je viens de faire le niveau d'huile. Y a pas une goutte dedans. Y a pas une goutte. T'es un porc. T'es un criminel. Bandit. Francis, t'es un bandit. Aujourd'hui, je reçois Benoît. Benoît, tu n'es pas seul, tu es avec ta femme Héloïse et tu vas nous parler de ton expérience en tant que mécanicien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours ? Ouais, bonjour Thomas, je m'appelle Benoît, j'ai 25 ans. Je suis mécanicien depuis bientôt 10 ans, tu l'as dit. Mon parcours il est assez simple, hein. Je suis sorti du collège bac pro, 3 ans, Okay. Donc avec une première année de bac en continu. Donc j'ai passé une année à l'école entière. Ensuite, pro mécanique ? Voilà, un bac pro mécanique, donc en sachant que c'est que sur l'automobile. D'accord. Hein, le mécanique c'est assez divers c'est assez divers en fait, il y a quand même pas mal de métiers, que ce soit le TP, l'agricole, le poids lourd, voilà, c'est quelque chose qui est assez divers. Donc moi j'ai fait une première année mon bac pro mécanique sur les Sables d'Olonne, à côté des Sables d'Olonne, donc une année entière. Ensuite mon but était de trouver un apprentissage. Les sous ? Voilà, les sous et surtout en fait l'expérience, puisque quand tu rentres en apprentissage, tu emmagasines déjà de l'expérience, le fait de travailler dans un garage. Donc la première année, j'ai pas réussi à trouver d'entreprise, parce qu'on y reviendra peut-être, mais c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et puis j'ai pas lâché, j'ai fini donc mes 2 années de bac pro, enfin sur mes 3 ans, les 2 dernières années, j'ai réussi à trouver un garage qui a accepté de me prendre en apprentissage. Donc j'ai pu faire 2 ans là-bas, j'ai poursuivi avec un BTS. Et puis, je suis après arrivé sur le marché du travail où j'ai embauché chez Citroën, la maison Citroën. Ok, donc c'était la même entreprise qui t'avait pris en apprentissage ? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait mon apprentissage dans j'appelle ça les garages de campagne. En fait, ça reste des petits garages multimarques, ouais, qui font à la fois de la vente, à la fois de la réparation. Voilà, c'est du multimarque, on touche vraiment à tout. J'ai fait du coup ce garage-là pendant 4 ans. Ouais. 4 ans et demi. Et après, je suis passé sur de la concession, donc ce qu'on voit un peu à la télé, les pubs, voilà, Citroën, le gros garage, on va dire, où on est vraiment spécialisé dans une marque. D'accord, donc tu faisais vraiment que la marque Citroën pour le coup ? Ouais, ça, donc j'ai été là-bas pendant 2 ans et demi. Et là, pour le coup, on était vraiment spécialisé que sur du Citroën. On rentrait essentiellement, alors je vais te dire peut-être à 98%, voilà, c'était que de la Citroën. D'accord. Donc en sachant que c'est une marque de chez PSA, ouais, donc tout ce qui est chez Peugeot, ça reste sensiblement les mêmes choses. Ouais. Donc quand ça venait, on était aussi capable de toucher à ça. Mais, ok, et après ? Maintenant, après Citroën, du coup. Après Citroën, du coup, j'ai été contacté par une entreprise qui s'appelle Diesel Service, qui est située à Fontenay-le-Comte, dans le sud Vendée. Et donc Non, Fontenay, c'est bien, ça bouge. Donc l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, j'y suis toujours. Donc le but étant de devenir dieseliste. Donc c'est un métier, donc c'est pas de la mécanique, c'est un métier vraiment à part entière, qui consiste à contrôler tous les systèmes d'injection des véhicules. Donc que ce soit ce qu'on appelle des pompes de pression, pompes à injection et injecteurs. Waouh. Ça a l'air tellement compliqué, technique, dit comme ça, c'est magnifique. Ouais, dit comme ça, c'est compliqué après. Ça a une part de... C'est délicat d'une part, mais en même temps, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Une fois que t'es dans le métier, ça va. Donc ça reste de la mécanique. Dieseliste. C'est de la mécanique, mais très spécifique. On n'intervient que sur un certain type de pièces du véhicule. D'accord. Tu disais Citroën. J'ai eu un vendeur de voitures, on parlait des problèmes sur les PureTech. Tu peux en dire plus, ton rapport à ça? Est-ce que tu l'as expérimenté? Moi je suis ton tombé, avis là-dessus? Je suis tombé dans la période où en fait le PureTech était, ça y est, ça commençait, hein, les problèmes qu'on leur connaît, ça débutait. Et c'est quoi les problèmes qu'on leur connaît? Consommation d'huile, les courroies qui se désagrègent, les courroies de distribution.
Qui pètent, quoi. Ouais, en fait, qui se désagrègent parce qu'elles trempent dans l'huile. Ouais. En fait, ces courroies-là, et c'est du caoutchouc dans l'huile, ça fait pas bon ménage. Donc, en fait, ça se désagrège, ça vient boucher les crépines, ça peut casser les moteurs. Voilà, c'est un très, très gros manque de fiabilité de la part de PSA sur ce moteur-là. Et moi, j'ai trempé en fait là-dedans dès mon arrivée chez Citroën. C'était déjà, on va dire, en cours, mais c'était vraiment le début. On se rendait vraiment compte qu'on allait vraiment, vraiment être embêté avec ce moteur-là. Donc, t'en as bouffé pendant un petit moment, quoi. Ouais, j'ai passé 2 ans et demi à en faire. Ah ouais. Ouais. Que ça? Ouais, non, pas que ça, évidemment. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que tout le monde aurait arrêté. mais non, après c'était une partie du boulot. Moi, en sachant que j'étais technicien chez Citroën, donc je m'occupais de la partie diagnostic, beaucoup. Donc tous ces véhicules-là qui arrivaient, qui étaient en panne, que ce soit des problèmes de courroie, de consommation d'huile, de chauffe-moteur, de quoi que ce soit, en règle générale, j'étais là pour les diagnostiquer. Donc, pour trouver la panne, savoir ce qui se passait, et puis après, toute la partie de vie et tout ça que je transmettais à mes collègues, quoi. Donc je me demande, forcément, tu fais un apprentissage, tu connais peu ou pas la mécanique. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'organise ta journée, en fait? C'est quoi tes tâches au quotidien? Déjà, pour commencer, on va commencer par là. On va commencer. Là, aujourd'hui, actuellement... Aujourd'hui ou même dans tes anciennes expériences. Ouais. Hein, alors, en tant qu'apprenti, déjà, ce qui est un petit peu particulier, c'est le fait d'être en alternance entre l'école et l'entreprise. Ouais. Donc, l'entreprise, on va vraiment développer des qualités techniques, manuelles, j'ai envie de dire. On va apprendre à se servir de ses mains, c'est un peu le terme. Et la partie école, on va apprendre à se servir de notre tête. Ouais. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut bien prendre en compte quand on veut se lancer dans ce métier-là. C'est que d'un côté, on a besoin de savoir se servir de ses mains, mais si on ne sait pas réfléchir et qu'on ne sait pas se servir de sa tête, ça ne marche pas. Hyper important, il y a beaucoup de division, je ne sais pas comment dire, entre métiers manuels et métiers intellectuels, du coup de bureau. Ouais. Bah non, en fait, un métier manuel, on utilise son cerveau, quoi. Ouais, il y a un moment où si tu n'as rien dans la tête, de toute façon, ça devient compliqué. Du moins, si tu veux évoluer. Alors oui, forcément, pas pour dénigrer, mais voilà, changer des pneus par exemple, c'est quelque chose, une fois que tu l'as appris, ça reste assez facile. Quand on commence à rentrer dans le diagnostic ou dans des tâches un peu plus complexes, où on a des procédures de garantie, on a des procédures d'expertise, on a des procédures un peu plus délicates, là forcément si tu te sers pas de ta tête, tu peux vite être dépassé. Bah, j'imagine, ouais. Du coup, vas-y, continue, pardon, je t'ai coupé, mais partie théorique, partie pratique, plus en entreprise, et du coup... Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, l'ensemble c'est un truc qui peut plaire à certains, et il y en a pour qui on sait que l'école, souvent on avait tendance à dire en dénigrant un peu, tiens, va faire de la mécanique, t'es pas très bon à l'école. Ouais. Vraiment, ça c'est une phrase qu'on a entendue et qu'on entend encore malheureusement trop, sans se rendre compte que en fait, si je prends l'exemple pour mon métier, la mécanique, faut quand même savoir se servir de sa tête. Donc même si t'es pas bon à l'école, ça veut pas dire que tu seras pas bon dans ton domaine, puisque tu vas aller à l'école pour faire ce que tu aimes. Tu vois, en fait, c'est un peu c'est ce que j'essaye de mettre un peu en avant quand on a des jeunes, des stagiaires ou des trucs comme ça, en leur disant l'école, en fait, ça reste important si après tu veux être bon. Ouais, et puis si un jour, si tu veux avoir ta propre affaire, ou on a besoin d'un certain niveau d'études si on veut ouvrir, ou d'un temps d'une certaine expérience, j'ai envie de dire. Après, c'est toujours un peu, pour les jeunes, c'est toujours un peu le côté école, c'est fastidieux, faut y aller, quoi. Moi, c'est un truc que j'aimais bien, en fait. Moi, quand j'allais à l'école, je trouvais ça cool, en fait. Je trouvais ça cool. T'étais avec des copains, ils te racontaient des anecdotes, des trucs qu'ils avaient vécu eux. On échangeait sur les différents véhicules, les différents types de pannes qu'ils avaient eu et tout. J'ai toujours trouvé ça plutôt intéressant. Mais après, la partie atelier, la partie pratique, en fait, quand t'es en entreprise, ça reste quand même ce qu'on aime le plus. Alors, du coup, atelier. Tu obtiens ton diplôme, tu as appris les bases, on va dire, théoriques, tu as le nécessaire pour être embauché. Tu arrives donc dans une entreprise, tu es dans un atelier. Ça se passe généralement dans un atelier quand on fait de la mécanique. Ouais. Donc pas dehors, déjà. Non. Alors, il y a certains mécaniciens qui sont mécaniciens itinérants, qui ont un camion et qui vont faire de la mécanique. On appelle ça un peu de la mécanique de parking, en fait. Ils vont sur les parkings et ils vont faire de la mécanique. Nous, moi, c'est pas du tout ce que je cherchais. Nous, on est dans des ateliers. Souvent des ateliers qui sont quand même plutôt sympas. Quand on parle de concession, on est sur des trucs assez modernes, un petit peu bien outillés. Voilà, plutôt bien outillés, puisqu'on est sur une marque spécifique. Je prends l'exemple de Citroën, mais le constructeur en fait sort de l'outillage spécifique pour telle ou telle intervention, et tu as pas le choix. Tu es obligé en fait de te servir de ça pour
sinon tu peux pas faire en fait. Donc ce qui est l'avantage de ces structures qui sont un peu plus grandes, c'est que du coup tu es quand même plutôt bien outillé. Donc plus tu es outillé, mieux tu peux travailler. Puis c'est confortable de travailler avec c'est des bons confortable, outils, quoi. c'est confortable, tu gagnes du temps, tu te fatigues moins. Mais est-ce que, à contrario, tu perds pas en compétence sur les autres marques? Ça, ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, le fait d'avoir fait un apprentissage dans le multimarque, ça te permet d'être débrouillard. En fait, tu vas essayer de t'adapter à plein de choses. Le jour où tu arrives dans une marque spécifique, tu dois apprendre sur cette marque-là, sur ces véhicules-là. Et en fait, une fois que tu sais, tu sais. Voilà, quand tu sais comment c'est monté, de toute façon, ça ne change pas d'une voiture à une autre. Mais ça, c'est spécifique à une marque. Ça veut dire que si on prend Citroën, par exemple, c'est monté de telle manière, Renault va être monté complètement différemment pour les mêmes systèmes. Du coup, tu es obligé de t'adapter beaucoup plus dans le multimarque. Et donc, ça, comme tu le disais, ça développe certaines capacités que tu perds un petit peu quand tu restes ancré dans une marque. Ça, c'est si on veut, comment dire, pas moins d'ennui, mais moins de répétition, c'est peut-être mieux d'être dans une concession ou un garage multimarque. Ouais. En fait, c'est plus varié. C'est un peu plus varié. Après, t'as le côté où, du coup, tu es obligé de, comme je le disais tout à l'heure, tu es obligé de te creuser la tête beaucoup plus. Alors, ça peut être intéressant. Ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant. Ouais. C'est là où, en fait, connaître vraiment très, très bien ta marque, en fait, les voitures arrivent, tu sais presque déjà ce qui se passe. Et tu sais quelle vis c'est où. Tu sais quel outil prendre pour dévisser telle vis ou démonter telle pièce. Et du coup, tu gagnes beaucoup de temps et tu es très à l'aise. Donc, en fait, tu gagnes aussi en confort de travail. Alors, le travail, le concret du quotidien. Donc, tu arrives dans ta concession ou peu importe ton atelier. Qu'est-ce que tu fais? Ta journée commence comment? Comment sont priorisées tes tâches? Comment ça se passe, le quotidien? Déjà, on prend un café. Ouais, ça, c'est... direct. Ouais, ça, c'est classique. Non, on arrive, on commence par se changer avec les collègues, forcément. Parce qu'on travaille, on ne peut pas travailler comme dans certains métiers avec nos amis. Oui, tu as un vestiaire, du coup. Ouais, c'est ça, on a le vestiaire. Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Voilà. Reste dans les vestiaires. Non, mais on est obligé de se changer parce que on est au contact de l'huile, on est au contact de matières salissantes. Donc, on ne peut pas se permettre de travailler avec nos habits civils. Ouais. Premier truc qui vient en tête quand on pense aux mécaniciens. Les mains pleines d'huile. Je pense que l'eau, tu me rejoins. Ouais. La combi et tout. Ouais. Le bleu de travail. Ouais, le bleu de travail. Mais, et les mains tachées aussi. Ouais. Ouais, ça, c'est une corvée. Hein. Il rentre le soir, il a toujours les mains noires, les ongles et tout. Tu passes du temps à te... Ouais, on essaie de se laver les mains au mieux, mais en vrai... Tu dois avoir les savons industriels là, avec les grains là. Ouais. Je vois. Ouais, donc non, la journée elle commence forcément par se changer. Après, souvent on prend un café, on regarde le planning, on voit un peu ce qui va se passer. Donc là, c'est pareil, ça dépend beaucoup de l'entreprise dans laquelle tu travailles. L'entreprise dans laquelle j'ai fait mon apprentissage, on fonctionnait avec un carnet de rendez-vous, on notait tout à la main. D'accord. Une concession va travailler avec ce qu'on appelait nous le planning de charge. Donc en fait, les véhicules c'est tout informatisé. Et les véhicules sont rentrés par tranche horaire. Et en fait, tu sais quel véhicule tu dois prendre, quel véhicule va arriver, ce que tu dois faire dessus. Tu as les horaires, tu as tout, les pièces qui sont sorties. Et là, tu interviens. Ah oui, donc c'est vraiment... t'es exécutant, entre guillemets. C'est-à-dire que, en gros, le travail vient à toi tout de suite. Ouais, en fait, sur de la concession, beaucoup plus. D'accord. Que dans du garage multimarque où tu as beaucoup d'échanges avec le client. Voilà, c'est toi qui vas récupérer les clés, par exemple. Tu vas voir avec le client ce qu'il a besoin de faire sur son véhicule, ce qui va être fait, à peu près les ordres de prix, tu vois, les devis. Alors que dans une concession, tout est fait en amont. Donc le rendez-vous a été pris soit par les réceptionnaires, soit par les secrétaires. Les dossiers sont déjà ouverts, les pièces sont commandées. Et en fait, le véhicule, quand il arrive à toi, tu fais ton intervention et tu le remets dehors, tu rends les clés au réceptionnaire et c'est lui qui gère. Moins de contact humain, quoi. Beaucoup moins que dans des petites structures type multimarque. D'accord. Je voyais pas ça du tout. Donc, plus la structure est petite, plus tu seras au contact du client. Ouais, c'est ça. Donc, le gars, il arrive avec sa voiture et toi, tu dois détecter la panne, du coup? Ouais, en gros, c'est un peu ça. Ouais. Ça passe d'abord par le réceptionnaire qui va, lui, retranscrire ce qu'il a vu avec le client. Par exemple, tel ou tel symptôme, il y a tel bruit ou tel problème, tel voyant d'allumé. Ouais. Et le véhicule, après, arrive à moi. Là, ça va être à moi de diagnostiquer ou de faire l'intervention. On peut même parler d'une vidange. Hein. Le client a dit, voilà, moi, j'ai besoin de faire vidanger mon véhicule. On me donne les clés avec le dossier. Je fais la vidange. Je rends, je restitue moi ce que j'ai vu du véhicule, par exemple des freins à remplacer, ou voilà, on fait le tour. Je donne ça au réceptionnaire qui va lui faire un chiffrage et après reparler avec le client.
Ouais, il fait son devis et puis donc il annonce la douloureuse, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et c'est vraiment le réceptionnaire qui a le contact avec le client. Ok. C'est pas... Et ça, je te parle du fonctionnement en concession. Ouais. Le fonctionnement dans des petits garages, des petites structures type multimarque, comme là où j'ai fait mon apprentissage, tu vas récupérer les clés, c'est toi qui discutes avec le client, c'est toi qui vois les problèmes, qui va essayer le véhicule s'il y a besoin. Ensuite, tu fais ton intervention et c'est aussi toi qui lui rends le véhicule. En fait. D'accord. T'es de A à Z avec lui. C'est bien ou pas, parce que des fois, t'as peut-être plus envie d'être tranquille à faire ta mécanique, entre guillemets, et puis t'as pas envie de parler aux gens, enfin, tu vois. Ouais, alors ça dépend beaucoup des personnes, je pense. T'as des gens qui sont pas faits pour avoir le contact humain, et d'autres qui le sont, justement. Donc, Il faut être pédagogue. Expliquer une panne à quelqu'un, tu vois. Ouais, moi, je connais rien. Ça dépend aussi beaucoup du client, je pense. De fou, en plus, ouais. Moi, je me qualifierais plus dans la deuxième tranche. En fait, j'aime bien la relation avec le client, en fait, pouvoir voir avec lui ce qui se passe, lui retranscrire ce qu'on a vu, tu vois, le pourquoi du comment ça fonctionne. Et ça c'est un truc que j'aimais beaucoup faire et que j'ai perdu un peu, du coup, en étant en concession. Ouais. Mais que j'ai plus ou moins retrouvé maintenant là où je suis. D'accord. Donc, pour revenir sur la journée type, donc en fonction de la structure, plus ou moins ça change planning, un peu. on va dire. Ça, on va voir un peu le planning. Et ensuite, on s'enchaîne avec les rendez-vous. Les rendez-vous, on prend les véhicules un par un et on enchaîne, on fait ce qu'on a à faire. T'as toujours du boulot? Ouais. T'as jamais de temps mort? Non, c'est très rare. Un atelier, même s'il y a une baisse de travail ou un rendez-vous qui s'annule, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. On va passer le balai, on va faire du nettoyage, on va ranger. Voilà, on va nettoyer les outils, il y a toujours quelque chose à faire. Bon, après, j'imagine que même dans les garages, quand je vois les délais aujourd'hui, alors je parle de la Vendée parce que je connais que ça, mais tout le monde a une bagnole, quoi. Donc en fait, j'imagine que tu as toujours 2-3 semaines de boulot devant toi, facile. Ouais, on a toujours, en vrai, on a toujours du délai, surtout qu'on a des véhicules en fait qui arrivent en panne, qui viennent se greffer sur un planning qui est déjà souvent quasi complet. Ouais. Donc même si tu as des annulations ou des trucs comme ça, en fait, tu as toujours moyen de reprendre un véhicule à côté et ça fait que ça allonge les délais. Forcément, les véhicules qui arrivent et quand c'est pas prévu, t'as pas le choix. Il y a un moment où faut bien y toucher. Les gens ont besoin de leur véhicule, donc forcément, les rendez-vous qui sont un peu moins prioritaires, type de l'entretien, on va essayer de repousser un petit peu les rendez-vous pour pouvoir caler les véhicules qui sont en panne et où il va y avoir un peu de temps à passer. Tu fais tout de A à Z? C'est-à-dire que tu peux détecter la panne et après résoudre le problème quand tu es notamment dans alors pas en concession, par exemple chez Citroën, mais quand tu es en concession multimarque, donc tu vas diagnostiquer. Aujourd'hui, tu diagnostiques comment parce qu'il y a aujourd'hui il y a la valise. Ouais, alors ça c'est un point assez important à souligner. C'est vrai que les gens, maintenant tu leur parles de garage, ils disent ouais mais c'est bon, vous avez la valise. La valise c'est facile, tu branches le véhicule, ça y est, tu sais ce qui se passe. Ouais. Bah non, en fait. Si c'était que ça, n'importe qui pourrait être mécanicien, n'importe qui pourrait être banquier parce qu'il s'agit de cliquer 2 fois sur son ordinateur et puis ça y est, t'as tout trouvé. Non, il y a un moment où, oui, c'est un très très bon outil et heureusement qu'on l'a parce que ça nous aide énormément. Mais il y a un moment où il faut quand même aller gratter un petit peu plus loin. La valise te dit pas tout, elle te dit pas tiens, c'est telle pièce qui est en panne ou c'est tel fil qui est coupé. Ça se présente comment? Toi, tu as une valise, donc un boîtier que tu branches à la voiture. Ouais, et après on a un ordinateur à côté et on va pouvoir faire des interrogations sur les codes défauts. On va pouvoir lire les codes défauts en fait, du véhicule, savoir ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi, comment. Voilà, on a pas mal de paramètres. On peut faire des lectures de paramètres aussi pour savoir comment fonctionne le moteur par exemple à tel ou tel régime, à telle plage. Voilà, on a plein de paramètres, les masses d'air, les pressions de carburant, voilà, on a vraiment plein de choses. Et ça c'est un outil du coup qui nous permet de cibler certains systèmes pour se dire on sait que la panne est par là en gros, mais par contre est-ce que c'est telle pièce ou telle pièce, ça reste aussi à nous de le définir. Donc ça veut dire avec des contrôles supplémentaires qu'on va aller faire sur le véhicule. C'est pas juste je branche mon ordinateur et ça y est c'est fini, c'est tout est résolu. Ouais, ça te permet un peu de gagner du temps en fait. Ouais, c'est du gain de temps et puis ça te permet aussi de t'orienter parce qu'en fait maintenant les véhicules sont tellement complexes. Plus qu'avant? Ouais, beaucoup plus. On s'en rend pas compte, mais les véhicules, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de pièces de dépollution, c'est bourré de plein de choses. Et en fait, si t'as pas cet outil, ça t'aiguille, en fait, tout simplement. Donc là, un véhicule qui tourne mal, pour aller trouver exactement ce qui se passe, il y a un moment, si c'est un fil qui est coupé, tu vois, il y a des trucs, c'est pas facile d'aller chercher, mais la valise va te dire, va chercher ici, en gros. Cherche par là, déjà, ça va t'aider. D'accord.
Parce que c'est vrai que moi je vois, enfin j'ai un grand-père qui a été mécanicien et Julie, juste en entendant le bruit du moteur, il dit ça doit pas aller bien quoi. Enfin, tu vois, mais ça c'était la belle époque. C'est comme ça qu'ils l'appellent quand on parle avec les anciens. la belle époque où tout était facile. Après, facile, différent. Plus il y a d'électronique, plus c'est compliqué. L'électronique, ça n'a pas que du mauvais, ça a résolu plein de soucis qu'on avait à l'époque qu'on n'a plus. Ça a sauvé plein de vies, il faut quand même pas l'oublier non plus. Mais oui, forcément, plus tu mets d'électronique, plus tu mets de pannes potentielles, en fait. Ouais. Plus tu rajoutes d'options, plus tu rajoutes de pannes potentielles. Ça, c'est presque logique. Hein. Ouais. Plus t'en as, plus c'est facile de faire une panne dedans. Et ça me fait penser ce que tu dis, la valise donc a été aiguille, mais est-ce que toi, au fur et à mesure, tu trouves d'autres pannes ou d'autres futures pannes, des trucs qui vont arriver, tu dis, oulala, si on continue comme ça, dans 2 mois, le gars, c'est sûr, ça va recommencer ou ça va planter. Ouais, ça c'est aussi un de nos rôles, on a le rôle de conseil, quand même, qui est assez important. Si on va prendre dans le cadre d'une vidange, par exemple, d'un entretien, on dit toujours, je l'ai emmené à la vidange. Non, en fait, tu as emmené ton véhicule à l'entretien. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de tout. On va regarder les pneus, on va regarder les freins, on va regarder les amortisseurs. On va essayer de faire un peu un check-up global pour pouvoir te dire, Thomas, demain, faut que tu changes tes plaquettes de frein parce que dans 1000 km, tu n'auras plus rien, tu pourras plus freiner. Donc ça, c'est un rôle qu'on a aussi. Donc on dit souvent, le mécano, tu y vas, à chaque fois, tu prends une cartouche où il y a toujours quelque chose à faire. Exactement là où je voulais en venir, voilà, merci. On dit toujours, c'est à chaque fois que j'y vais, de toute façon, il me trouve quelque chose. Alors, mais si c'est pour ta sécurité ou pour anticiper pour pas que ton véhicule soit cassé après, je pense que c'est intéressant quand même. Tu vois. C'est sûr. Tu parles de sécurité, c'est important. Des fois, on néglige peut-être ça. Mais de toute façon, on sait tous qu'une voiture, c'est rarement un bon investissement. Hein, on gagne jamais d'argent avec une voiture. Voilà. Ou alors, si tu achètes des voitures de foot collection ou ce que tu veux, quoi, peut-être. Donc tu fais tout de A à Z, ça se présente comme après au quotidien, tu changes des pièces, t'as tes outils avec toi, c'est physique, c'est dur, tu portes beaucoup de charges. Après dans la tâche pure de changer une pièce sur une voiture, tu vois. L'automobile, c'est pas le métier le plus physique. Si on compare par exemple avec du poids lourd, où en fait tout est gros. Ouais. La voiture, il y a des boîtes de vitesse par exemple, ça pèse un peu, mais on a quand même de l'outillage qui est relativement adapté. Et ça, c'est un truc qui a bien évolué par rapport à l'époque où ils faisaient tout dans la fosse ou couché en dessous de la voiture. Maintenant, on a des ponts élévateurs, on a tout. Ouais. Après, ça reste un métier quand même où faut se servir de ses mains, t'es debout, faut avoir les bras en l'air, c'est quand même des métiers qui peuvent être traumatisants un peu pour les articulations, un peu pour la peau surtout. Ah ouais, pour la peau ? Ouais, la peau, on dit toujours on a les mains tachées, donc ça veut dire qu'en fait, on a quand même les mains en contact avec des produits dangereux, des produits qui sont pas super. Alors, on a beau mettre des gants, des fois, le gant en latex, il est déchiré, ça passe quand même. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Après, physiquement, je considère que c'est pas le métier le plus dur. Parce que t'es jeune, t'as 25 ans. Ouais, il y a peut-être... Tes collègues qui sont plus anciens, ils en disent quoi eux ? Eux, en fait, ils ont connu justement l'époque fausse, je suis couché sous la voiture et tout, donc ils sont un peu plus usés. Mais je pense qu'au même âge, si on compare quand moi j'aurai leur âge et eux à l'âge qu'ils ont, je pense je serai beaucoup moins usé qu'eux. Oui, carrément. Parce qu'on a des clés à choc pneumatiques, on a du matériel électrique aussi qui va très très bien. Ça a beaucoup évolué, donc en fait, physiquement, c'est quand même nettement moins traumatisant que c'était. Après, ça reste un métier manuel. Forcément, il y a des désavantages. Et tu peux te faire mal, tu peux forcer beaucoup. C'est une vis qui est bloquée, il faut forcer. En fait, c'est un moment, tu n'as pas le choix. Donc, c'est dangereux quand même, il y a des accidents de travail ? Il y en a. Après... c'est quoi ? C'est de l'éclaboussure d'huile souvent, les coupures beaucoup. Ah ouais, j'allais dire, il n'a pas un doigt ou il n'a pas une petite coupure, une cicatrice ou un truc comme ça. Tu peux pas perdre tes doigts comme les menuisiers ? Non, tu peux, mais il faut vraiment forcer, quoi. Ouais. J'aurais pas pensé les coupures, tu vois. Ouais, en fait, tout ce qui est ferraille et tout, ça coupe. Même des morceaux de plastique, des fois, tu tires sur un plastique pour l'enlever, tu as vite fait de te couper un morceau de doigt. Et les mains et les avant-bras aussi, des fois, quand tu mets... les avant-bras, quand tu vas derrière... au fond du moteur et tout... Des fois, il y a cette problématique de la place, en fait. Il n'y a pas souvent de l'espace pour passer. Ouais. Ça, c'est une vraie problématique. En fait, des positions inconfortables. Voilà, ça va plutôt être ça, en fait. Physiquement, ce qui peut être dérangeant, c'est les positions inconfortables, le fait de devoir forcer dans des positions où, en fait, t'as pas vraiment de force. Donc, en fait, tu mets tout ce que tu peux pour essayer de défaire ou de serrer ce que tu as serré. Ça, c'est plus ça qui peut être un peu dérangeant. Après, physiquement, je dirais pas que c'est très, très traumatisant.
Toi, pour l'instant, tu n'as pas de problème avec ça. Ça fait 10 ans que tu fais ça, puis tu pourrais continuer encore 10 ans sans problème. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Après, l'entreprise où je suis actuellement fait qu'avec le métier que je fais, c'est encore moins physiquement moins traumatisant que ce que je faisais chez Citroën. D'accord. Donc, justement, on va dire mécanicien, je vais faire de A à Z. Donc, ça peut aller de la détection de la panne jusqu'à la réparation. Voilà. J'imagine aussi satisfaction du travail bien fait. Ouais. Peut-être la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir réparé son truc. Ouais, d'avoir trouvé aussi. Ouais, voilà. En fait, il y a certains véhicules où tu cherches longtemps. Et il y a un moment, tu te dis ah, je l'ai trouvé. Ah, c'était ça. Ah ouais, d'accord. Et là, t'es content. T'es content, tu te dis ouais, j'ai pas cherché pour rien. J'y ai pas passé 4 heures pour rien. À la fin, j'ai trouvé ce qui se passait. On a réparé. Et je sais que la voiture qui viendra après, si elle a le même problème, je saurai où chercher. Ouais, l'expérience, hein, tout simplement. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'ai passé 4 heures dessus. J'imagine qu'il y a un planning. Et puis, il y a la réalité du terrain, quoi. C'est ça. Est-ce que on n'est pas trop pressé, tu vois, par le chef, les chefs ou Alors là, c'est pareil, ça dépend beaucoup du type de structure dans laquelle tu te trouves. La concession, t'as le chrono au cul, hein, faut dire ce qui est, t'as le chrono au cul, tu prends ton dossier, tu pointes, je commence mon véhicule. Ah ouais, carrément. Ouais, t'as une pointeuse. Ah ouais. Et à la fin, tu vas dire, je reclique, ça y est, j'ai fini mon véhicule. Ah, donc Benoît, t'as passé 1h30 dessus alors qu'en fait, on t'avait donné 1 heure. Tu vois ? Ah ouais, j'aurais pas imaginé. Ouais, ça c'est un des gros points, alors, à titre perso, que j'aime pas dans la concession, c'est qu'en fait, t'as toujours du... Renta à fond, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et à la fin, si t'as le malheur d'aller demander une augmentation et que t'as pas été productif, parce qu'on appelle ça de la productivité, si t'as pas été productif, on va te dire, ouais, mais là, je peux pas t'augmenter, tu te rends compte, t'es pas productif. Wow. Alors là, je tombe des nues. J'aurais pas pensé du tout que c'était à ce point-là, quoi. Ouais. Parce que n'importe qui travaille dans des métiers un peu manuels, hein, quels qu'ils soient, on sait tous qu'il y a la théorie, la pratique, et qu'entre ce qu'on veut et des fois les faits, c'est pas si simple. Il y a la réalité de l'atelier et celle du bureau. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est souvent un grand débat, ça. C'est toujours ceux qui sont dans le bureau qui vont te dire que tu vas pas assez vite. Il y a tous les mecs des bureaux là, qui sont en train d'écouter. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Par contre, du coup, j'imagine un métier où t'es souvent en retard, du coup. Façon de parler en retard. Hein. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais et de ce que tu as à faire. En fait, tu as des diagnostics qui vont se passer très bien. En 20 minutes, c'est fait. 20 minutes, tu as trouvé ta panne. Allez hop, ça dégage. Je prends le véhicule d'après. Et t'en as, non, en fait, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et donc, c'est aussi un travail avec tes collègues pour essayer de dire, là, écoute, là, je suis dans le jus. Est-ce qu'il y a moyen que tu prennes ma bagnole ? Tu vois, toi, je vois que tu as fini. Puisque tu peux prendre ma bagnole pour que moi, je puisse essayer de finir la mienne, tu vois, au mieux. Ça, c'est... Et du coup, le dire au responsable un peu pour que lui puisse organiser le planning en fonction. Tu vois, qu'il soit pas là en train de dire, attends, là, il y a mon technicien et ça fait 2 heures qu'il est dessus, j'ai 3 voitures qui attendent, comment on fait ? Tu vois, donc après, ça reste un travail d'équipe. Ouais, bien sûr, t'es obligé. Sinon, c'est mort. T'es toujours en équipe, de toute façon, t'es rarement seul. Ouais. Puis t'as peut-être besoin d'aide généralement avec ton collègue. C'est un métier où tout seul, c'est compliqué. On va dire que le quotidien, après, donc ça va de la détection de la panne jusqu'à la réparation, remise des clés. Ah oui, c'est ça que je veux dire. La responsabilité. C'est-à-dire que si tu fais une connerie, ça peut peut-être, je sais pas, ça peut aller coûter la vie à quelqu'un, mais peut-être que si quand même, finalement. Nous on va jusqu'à ça. Une roue qui est pas serrée qui s'en va, un véhicule qui part en tonneau, on va dire, dans le pire des cas, et tu as des morts en fait. Donc, c'est déjà arrivé, enfin peut-être pas toi personnellement, mais non, alors pas sur une roue. Mais moi je me souviens un torchon ou un truc que tu avais laissé dans. Ça m'est arrivé. En fait, donc comme je te le disais, l'histoire du chrono au cul en fait un peu tout le temps. Des véhicules où ça se passe pas très bien, des interventions que tu fais pour la première fois. Donc là, en l'occurrence, un véhicule, première intervention, dépose du tableau de bord complète pour changer ce qu'on appelle le bloc chauffage dedans. Tu as une partie qui passe dans le moteur, une partie qui est dans l'habitacle. Et en fait, en enlevant 2 durites, j'ai mis des chiffons pour essayer d'absorber le liquide de refroidissement qui allait tomber pour pas en mettre partout. Ouais. Et en fait, les chiffons sont tombés. Je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment. J'ai fini le véhicule et en fait j'étais un peu à la bourre parce que on l'avait calé entre 2 autres véhicules et du coup le véhicule est parti comme ça et à un moment il a pris feu sur le parking du Leclerc
Ouais. Non. Parce qu'en fait, les 2 chiffons sont tombés au niveau de l'échappement et la voiture a commencé à prendre feu sur le parking du Leclerc. Et en fait, donc fort heureusement, elle a été éteinte très rapidement. Elle n'a pas pris feu entièrement. Ça a cramé de durite, voilà, quelques babioles. Ça aurait pu aller très très loin. Mais en fait, oui. le véhicule aurait pu cramer entièrement et faire prendre feu plusieurs véhicules à côté. C'est dingue. Ouais. Et du coup, quand tu fais une connerie, on doit te tomber dessus, mais alors... Bah là, c'est truc pareil. de fou, quoi. Là, c'est pareil. Souvent, ceux qui tombent dessus, c'est les gens des bureaux. Hein. C'est des gens qui prennent pas cette responsabilité-là. Donc oui, on a des responsabilités. Malheureusement, quand tu fais une connerie, ça peut se voir beaucoup, puisque ça peut coûter de l'argent. Quand ça coûte que de l'argent, j'allais dire, c'est presque une Tant que c'est que ça. c'est Ouais. presque une bonne nouvelle. Ça reste que du matériel. Après, quand ça va plus loin et que là, s'il y a des dégâts, j'allais dire du corporel, bon bah là pour le coup, Puis toi, tu dois t'en vouloir à Ouais. fond. Enfin, là, c'est je sais horrible. même pas comment ça se passe en fait dans ce cas-là, puisque j'ai jamais été confronté Vaut mieux pas à le ça. savoir. Et Ouais, j'ai pas envie si de on le peut savoir. éviter. Mais oui, après, c'est vrai que quand tu fais des conneries, bah, malheureusement, ça arrive. Hein. Comme il y a l'expression qui dit il y a que celui qui fait rien qui fait pas de conneries. C'est clair. Et on est dans un métier où bah, ça se vérifie pas assez régulièrement, mais ça peut arriver. En fait, on passe tellement de véhicules par an, forcément qu'il y a certaines erreurs, qu'il y a certains retours, des trucs qui marchent pas, des pannes que tu penses avoir trouvées. En fait, bah, pas de chance, t'es passé à côté, c'était autre chose. Et ça, c'est. Est-ce que tu trouves que c'est pas assez valorisé, du coup? La responsabilité du mécanicien, finalement. Je trouve que c'est un métier tout court qui est pas assez valorisé. Les gens pensent toujours, tu sais, que c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le mec qui a pas réussi à l'école et qui aimait pas l'école, en fait, on l'a acheté là-dedans. Je trouve que, mais ça, c'est valable pour tous les métiers de l'artisanat. En fait, pour moi, un mec on dit ouais, il est pas bon à l'école, tu sais quoi, tu seras maçon. En fait, non, t'es maçon, mais je pense qu'il y a des choses à savoir, faut savoir faire en fait. C'est du savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, si tu l'as pas, bah, il y a un moment, si tout ce savoir-faire se perd, bah, comment on va faire? Et puis surtout que, il y a beaucoup de gens. Alors, il y a le discours, tout le monde dit oui, c'est en train de changer. Je pense pas que ça soit tellement en train de changer la tête. Par contre, force est de constater autour de moi que tous les mecs que je connais, ou filles, hein, peu importe, qui ont fait des métiers un peu plus manuels, concrets autour de moi, aujourd'hui, sont ceux qui se mettent bien. C'est-à-dire qu'ils ont du boulot, ils sont payés correctement. Des fois, ils ont fait des apprentissages, donc ils ont mis de l'argent de côté tôt, etc., pour être propriétaires, etc. Ils sont pas en galère, quoi. Ouais. Après, comme tu dis, il y a quand même eu du changement. On peut pas dire que ça n'avait pas changé. Même en termes de salaire, tu vois, ça tend à évoluer quand même. Ouais. Maintenant, on a des pénuries de main-d'œuvre. On a des pénuries de mécaniciens. On va parler de ça, là, le salaire, là, justement. Ouais. Là. On te dit, on trouve plus de mécaniciens. Tu vois, les mécaniciens, c'est les garages qui appellent les autres garages en gros en disant tiens, j'ai le numéro de ce mec-là, vas-y, je vais l'appeler, on va voir s'il peut venir bosser chez nous. On est venu à débaucher des gens pour venir bosser avec nous. C'est à l'avantage du salarié. Si Oui. vous voulez faire mécanicien, allez-y, quoi. C'est à l'avantage du salarié complètement, et du coup, bah, ça fait qu'en termes de salaire, bah, tu peux te permettre de négocier beaucoup plus. Donc ça a évolué par rapport à ce que c'était, quand même, tu vois. Donc le salaire d'un mécanicien en Vendée, parce que forcément le salaire d'un mécanicien en Vendée, ça va pas être le même que celui à Nantes et que celui à Paris, quoi. J'imagine. En sortie d'école, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. En sortie d'école, si tu as juste un bac, tu vas être payé peut-être un petit poil au-dessus du SMIC. Ouais. Après, si tu as un BTS, tu peux te permettre de faire valoriser un petit peu le fait que tu aies 2 ans de plus et que tu aies des compétences un peu différentes, donc tu vas toucher un peu plus. Un peu plus, genre quand tu auras 1 500 € net par mois, je pense que déjà 1 500, 1 600 maximum. En sortant de BTS ? En sortant de BTS. Je te parle bien d'une ouais. sortie de BTS. Et déjà, moi, je trouve que ce sera déjà pas mal. Ouais. Après, ça vient beaucoup avec l'expérience. Et après, quand tu as de l'expérience, bon, bah, tu peux te permettre de réclamer un petit peu plus en fonction de ce que tu sais faire aussi. Ça peut aller jusqu'à combien ? Toi, aujourd'hui, alors toi, c'est différent parce que c'est dieseliste et même pas vraiment mécanicien, du coup, c'est encore autre chose. Moi, aujourd'hui, je suis mécanicien dieseliste. Alors, c'est un peu plus particulier, mais ça reste grosso modo, on va dire, ça pourrait tourner là-dedans pour des mecs qui auraient 20 ans d'expérience. Tu vois, moi, j'ai un salaire de quelqu'un qui aurait presque 20 ans d'expérience. Donc, plus de 2 000 €, j'imagine. Moi, je tourne autour de 2 000 € net par mois. Ouais, donc, il y a le salaire, il y a les possibles avantages. Ouais. Du coup, est-ce que tu roules avec les voitures de la concession ou du centre multimarque Alors ça, je sais pas si je suis autorisé à parler de ça. Ouais. Même si toi, tu étais chez Citroën, il devait y avoir peut-être des véhicules neufs à vendre à côté ou quoi, et tu avais peut-être accès à ça. Ça, non, on n'a pas le droit. Ça, c'est que les vendeurs. Ça, c'est que les vendeurs. C'est un vrai avantage. Okay. Les vendeurs ont dans leur contrat un véhicule de fonction. Alors, je sais pas si c'est vraiment un véhicule de fonction ou de service. Mais quoi qu'il en soit, ils ont un véhicule et en fait, ils roulent avec. Ils ont le droit.
Mais pas le mécanicien. Le mécanicien, non. Alors, le réceptionnaire peut en avoir un, certains, s'ils ont bien négocié. Les chefs d'atelier en ont. Par contre, le mécano, il n'a pas le droit. Là, on sent l'énervement, la revendication. Ouais, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est valorisé suffisamment ? Bah, tu vois, je trouve que typiquement, c'est le genre de truc, je trouve pas ça tout à fait normal, quoi, que t'aies des gens... Genre des gens qui sont assis derrière un bureau, ils ont le droit, et toi tu te fais chier toute la journée pour que eux puissent travailler, même si eux travaillent pour que toi aussi tu puisses travailler. Bien sûr. Ça va ensemble. Mais pourquoi eux ils ont le droit à ça et pas toi, quoi ? Ouais. Ça peut être quoi les autres avantages du coup, à part peut-être rouler avec un véhicule de la boîte Bah t'as l'avantage déjà que tu fais toutes tes voitures tout seul. Hein. Ouais, à titre perso, oui, c'est sûr. À titre perso, déjà ça c'est un bel avantage. T'as des pièces remisées. Le prix des pièces, ça c'est pareil, c'est pas négligeable. Il y a certains véhicules qui sont repris par les vendeurs et ils vont te dire écoute, on a repris ce véhicule-là pas trop cher, est-ce que ça t'intéresse, par exemple. Ah oui, ça c'est un vrai truc de mécano, ça. C'est un vrai truc de mécano, j'essaye d'avoir le truc le moins cher, enfin, où j'ai la bonne occasion sous la main, quoi. C'est ça, la bonne occasion que tu n'aurais pas trouvé si tu l'avais cherché en temps normal. Alors là, c'est en train de me venir. Les mécanos, j'en connais certains. Les mécanos qui achètent des daubes sur internet, sur le bon coin, qui les retapent propre nickel et qui les revendent. Un des avantages aussi, tu peux faire de l'achat-revente. Ouais. Achat-revente, tu achètes des trucs qui sont en panne. Limité à 3 véhicules dans l'année, il me semble. 5 cartes grises à l'année. Ouais. Et il est renseigné. Hein. Ok, ouais. Tu le fais un peu ça ? Non, ça prend trop de temps. Je fais, ça prend énormément de temps de faire tout ça. C'est comme les copains qui te demandent pour leur véhicule. Ça prend beaucoup de temps et en fait j'ai pas besoin de ça pour vivre. En fait j'estime que si je le fais c'est vraiment un instant T parce que j'ai besoin de thunes à un moment par exemple, où je vais faire un véhicule, tu vois, racheter un véhicule, le revendre, mais sinon en fait j'essaie de en faire le moins possible. Toi personnellement, mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup fait. Enfin, tu vois peut-être avec tes collègues ou quoi. Et il y a beaucoup de mécanos qui le font. Ouais, ça m'étonne pas en même temps. Hein. Tu peux te faire des bons salaires à côté, j'imagine. Ouais, en fait tu augmentes vraiment ton niveau de vie à côté. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le métier ? Alors, on parlait des avantages. Ça, c'est un avantage. Est-ce que tu en vois d'autres ou tu en connais d'autres ou tu en aimerais d'autres peut-être aussi ? Non. Ouais, après, les véhicules, on sait qu'on connaît le prix que ça coûte de les entretenir, de les réparer. Je trouve que déjà, c'est un énorme avantage de tremper là-dedans. Et en plus de ça, le fait de faire un métier, ça reste un métier manuel. Donc, en fait, moi, j'estime que quand tu sais te servir de tes mains pour faire ça, tu es capable de faire plein d'autres choses. Donc, tu es capable de réparer des tondeuses, tu es capable de réparer plein de choses. Ah oui, ça t'aide dans d'autres domaines. Et c'est des trucs, ça te fait pas forcément peur après d'aller toucher un peu au bâtiment ou d'aller toucher à des trucs, tu vois, des trucs que tu n'aurais pas forcément fait. Mais vu que tu sais te servir de tes mains, bah... Un métier qui t'aide vraiment après dans ta vie perso, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est cool, ok. Exactement. Ça, je pense que c'est un bel avantage. Ouais, je suis assez d'accord. On va parler maintenant de ton métier plus de dieseliste. Ça consiste en quoi ? Parce que là, c'est vraiment la niche, j'ai l'impression. Surtout diesel, interdiction 2035, on va en parler. Ouais, alors... Enfin, vente véhicule neuf, bien sûr. Ouais. Le diesel, il a un petit peu... ils ont essayé de l'enterrer un petit peu. Mais je pense qu'ils sont en train de faire machine arrière, puisqu'on a des constructeurs qui travaillent sur des nouveaux moteurs diesel déjà, qui vont essayer de les sortir. Avec, là, dans les années à venir, on parle de 2026-2027 quand même. Ouais. Donc, c'est très proche. C'est demain. Et ouais, là, mon métier, moi, de dieseliste, il consiste à toucher vraiment que à cette partie-là. Vraiment la partie injection diesel. C'est-à-dire pompe à injection. Donc ça, c'est la partie ancienne génération. Sur des véhicules, on va dire, avant 2000, pour schématiser. Hein. Okay. Mais c'est les véhicules avant 2000. Ça va être... C'est un de mes collègues qui s'occupe de ça plutôt, parce que faut savoir que être dieseliste, c'est un métier où il n'y a pas de formation. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas d'école, en fait, pour être dieseliste. Ça existait à l'époque, ça n'existe plus, il n'y a plus de formation de dieseliste. Donc maintenant, si tu veux être dieseliste, il faut rentrer dans une entreprise, que quelqu'un soit venu te chercher, soit que tu aies postulé pour rentrer dans ce domaine-là, et c'est les gens qui sont sur place qui vont te former. C'est de la formation, c'est un peu l'ancienne école. Hein. Le gars, il est là, j'ai un de mes collègues qui est bientôt à la retraite, moi je l'appelle l'encyclopédie. Ouais. L'encyclopédie du diesel, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il est très très fort. Et... Il roule en diesel, il mange du diesel. il boit du gasoil. non, mais c'est des gens comme ça en fait qui peuvent te former pour faire perdurer le métier. Et il faut savoir que c'est un métier qui a encore de très belles années devant lui. Forcément. Après, là, on va
faire de la politique, enfin on va pas en faire, mais il y a l'histoire, tu dis des véhicules avant 2000, ça va devenir de plus en plus compliqué dans les grandes villes notamment. Alors nous on n'est pas trop concernés en Vendée, mais tu sais, il y a les ZFE maintenant. On peut plus trop, avec tel critère, on peut plus rouler à telle date, ou même plus du tout d'ailleurs. Est-ce que toi, t'as pas l'impression que ton métier il peut être un peu en voie d'extinction du coup, par la force des choses, quoi? Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais au final, moi je trouve que c'est pas vrai. Parce que du coup, alors autant si on parle des grandes villes, oui, il n'y a pas de problème, les ZFE, tu en parlais, les gens avec certains véhicules, ils peuvent plus rouler, donc ça va acheter de l'essence, de l'électrique, de l'hybride. Ça, ok. Par contre, quand on s'écarte un petit peu des villes, il y a quand même énormément de villages en France, il y a énormément de gens qui ont encore besoin de leur véhicule tous les jours, et des gens qui roulent. Qui font des kilomètres à l'année. Surtout nous en Vendée, par exemple. Pas de réseau de transport en commun. Voilà, c'est ça. Si on prend la Vendée, les gens, ils sont attachés à leurs anciens véhicules. Parce qu'ils se disent justement, ce que je vais acheter, de toute façon, ce sera une merde. Ouais. Donc, en fait, ils vont garder leur vieux diesel. Et s'il y a de l'argent à mettre dedans, ils vont faire les frais dans ce véhicule-là. Donc, toutes les parties injection, il y a un moment où si ça finit par tomber en panne, ça arrive chez nous. Alors, là, vraiment, question conso, là. Le mécanicien... Tu utilises quoi, toi, au quotidien? Tu conseillerais du diesel, de l'essence, de l'hybride, de l'électrique? Moi, je roule un véhicule diesel. Ouais. Nos deux véhicules, j'imagine, forcément. Nos deux véhicules sont des véhicules diesel. C'est pas une science exacte. Mon collègue qui va partir à la retraite roule avec un véhicule essence. D'accord. En fait, l'usage du véhicule, donc là, normalement, c'est au vendeur de faire son travail. Ouais. Ça va être lui qui va avoir le rôle de conseil, de dire, qu'est-ce que vous faites comme type de distance par jour, par an? Et en fait, ça va être à lui après d'amener soit sur un véhicule essence, soit sur un véhicule diesel. Pour moi, quelqu'un qui fait plus de 15 000 km par an, il doit rouler avec un véhicule diesel. Ok. Et par jour, ça va faire quoi, du plus de 50 peut-être? Par jour, ouais, par jour, faut faire. En fait, on estime qu'avec un diesel, avec les moyens de dépollution modernes, il faut qu'il fasse en moyenne 15 à 20 km minimum par trajet. D'accord. Parce qu'en fait, les véhicules ont besoin de chauffer, de monter en température pour régénérer les filtres à particules, pour casser, pour essayer d'enlever en fait un maximum de pollution. Et les véhicules qui font que des petits trajets, ils n'ont pas le temps de monter en température, ils n'ont pas le temps de faire tout ça, et c'est des gens qui se retrouvent embêtés avec des pannes souvent. D'accord. Donc ce qui s'encrasse, on va dire, c'est ça le problème, un peu. C'est ça. Donc diesel essence, une question de distance. Beaucoup plus qu'autre chose. C'est vraiment l'usage en fait. C'est une question d'usage du véhicule. Qu'est-ce qu'on va faire avec le véhicule? Parce que fut un temps, il y avait le débat, mais il me semblait que les véhicules, je sais plus d'ailleurs, mais il y en avait un des deux qui coûtait moins cher que l'autre. Et à l'entretien, il y en a un qui coûtait moins cher. Ouais. Par rapport aux pièces, etc. On parle du véhicule essence qui coûte moins cher à l'entretien, mais qui consomme plus. Oui, donc l'un dans l'autre, en fait. Donc en fait, le tout, c'est de faire la balance entre le véhicule, il me coûte tant à l'année d'entretien, mais en même temps, il consomme tant de plus. Enfin, voilà, tu vois, il y a vraiment... véhicule essence... pardon, vas-y. Ouais, dis-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, mais en fait, c'est vraiment la balance, trouver l'équilibre qui convient le plus à l'utilisateur. Ouais. Au final. Et aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, les voitures, c'est un truc qui nous dépasse, ça coûte de plus en plus cher. Il y a les gens qui ont des véhicules essence qui veulent passer à l'éthanol. T'en penses quoi de ça? Faut avoir un véhicule. T'installes un boîtier et puis tu roules à l'éthanol. Faut avoir un véhicule adapté. Les gens, on leur vend de l'éthanol en disant « Ah, mettez de l'éthanol, c'est super, c'est génial, vous allez voir, vous allez faire des économies. » Certes. Par contre, est-ce que ton véhicule, il est adapté à ça? Parce que si ton véhicule, il n'est pas adapté, tu casses. Donc, en final, ce que tu as gagné en carburant, tu vas le remettre dans les pannes que tu as avec ton véhicule. Donc ça vaut pas forcément le coup. Après, maintenant, il y a beaucoup de véhicules qui sont beaucoup adaptés à ça. Il y a des reprogrammations des calculateurs qui se font pour passer justement sur de l'éthanol. Et là, ça devient quelque chose de plus intéressant. Après, donc pas forcément déconseillé, ça peut se faire. Ouais, c'est ça. Après, nous en tant que dieseliste, on contrôle aussi des injecteurs essence. D'accord. Ouais, on fait du diesel beaucoup, c'est la majorité de notre travail, mais on a un peu d'injecteurs essence. Et la plupart du temps, les injecteurs essence qui arrivent et qui sont en panne, c'est parce que ça tournait à l'éthanol. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a quand même un lien de cause à effet. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas la majorité des véhicules. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut prendre le nombre de véhicules qui roulent
et savoir combien de ces véhicules-là tombent en panne. Si tu as 150 000 véhicules qui roulent et que tu en as 10 qui sont tombés en panne, bon, c'est quand même pas ridicule. Ouais. Par contre, si tu me dis il y a 150 000 qui roulent et il y en a 5 000 qui sont tombés en panne, bon, voilà, il y a un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. J'aime le pragmatisme des mecs, des mecs sur le terrain. L'hybride, t'en fais un peu aussi ou t'es pas concerné peut-être vu l'hybride, nous on n'est pas concerné du tout en fait par ces véhicules-là parce que on travaille pas dessus du tout. En fait, notre boulot là actuellement. Toi en tant que dieseliste, on n'a pas zéro rapport. Voilà, on n'y touche pas du tout. Après, on a forcément notre avis aussi dessus. Ouais. L'hybride, il est très adapté pour des gens qui font de l'urbain, voire de l'extra-urbain. Après, à partir du moment où tu commences à sortir de la ville, c'est des gouffres financiers. Ah ouais ? Ouais, ça consomme. Dès que tu passes sur les moteurs thermiques, ça consomme énormément. Alors, il y a hybride et hybride. Parce qu'il y a l'hybride rechargeable. Voilà, l'hybride type hybride Toyota où on touche à rien. Ouais, ça. Bien, pas bien. C'est pareil, ça dépend de l'usage. Ouais. Ça dépend vraiment de l'usage. Si tu roules essentiellement en ville et que tu arrives à utiliser beaucoup l'électrique, c'est valable. Par contre, si tu roules en ville 10% du temps et que le reste du temps tu tapes de la 2x2, bah forcément, tu consommes, tu roules en thermique tout le temps. Ok. Donc tu consommes beaucoup plus. Donc c'est pas une mauvaise alternative. Est-ce que c'est la bonne ? Je sais pas. Et dernièrement, forcément, l'électrique. Quelle est toi ta vision ? Alors, pas par rapport à ton métier actuel, mais en tant que mécanicien, est-ce que tu te dis ça va pas me faire perdre du boulot ? Parce qu'il y a quand même moins d'entretien sur une voiture électrique. Sur une vision, si tu as une vision un peu globale du truc, ouais. L'électrique, ça reste quand même assez infime en fait sur le nombre de véhicules qui roulent en France. Bah aujourd'hui, ouais, c'est 1 million pour 39 millions, je crois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, on va dire. Après, l'électrique, c'est toujours pareil. Je vais te répéter ce que je te disais, mais ça dépend de l'usage que tu en as. Quelqu'un qui va tourner en ville ou qui va juste se servir de ce véhicule-là pour faire son domicile, son lieu de travail, ça peut être très intéressant. Par contre, quelqu'un qui a besoin de rouler beaucoup plus, qui va se dire tiens, allez, aujourd'hui, je prends mon véhicule, j'ai 300 km à faire. Bah, si sur un coup de tête, il veut partir, ouais, mais mon véhicule, il n'est pas chargé. Oui, mais là, il va falloir que je m'arrête ici pour recharger sur la route. Ça peut ne pas être pratique. Mais côté mécanique pure ? Côté mécanique pure, après, c'est pas déconnant. Ouais, j'ai l'impression, j'en parlais avec un garagiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule électrique qui tombe en panne, par contre, en règle générale, ouais, c'est dur. C'est dur pour toi. Parce que batterie, ça coûte extrêmement cher. Tu parles de mécanique. Tant que t'as pas de problème de batterie, en fait, t'es un peu tranquille. Tant que t'as pas de problème de moteur électrique et de batterie, en soi, les entretiens coûtent que dalle. Voilà, c'est... T'es formé pour l'électrique ? Moi, j'étais formé, ouais. Enfin, je le suis toujours. Il faudrait que je fasse on a des recyclages à faire. Ouais. Donc, on est obligé de retourner pour revalider, en fait, pour 2 ans. Donc là, vu que moi, j'en ai pas fait depuis 3 ans, 4 ans, là, je suis plus vraiment habilité j'ai plus le droit. Je suis habilité, mais j'ai plus le droit d'intervenir dessus. Pas plus compliqué que ça ? Bon, c'est comme tout, hein, faut s'y faire. Ouais. Faut s'y faire, une fois que tu l'as fait, une fois que tu connais, ça devient facile. Donc toi, dieseliste, pour l'instant, tu as du boulot. T'en as même pendant un petit moment, j'ai l'impression. Ouais. En plus, l'avantage qu'on a, c'est on touche à tout. Moi, je suis mécanicien automobile. Par contre, quand je passe du côté diesel, je deviens dieseliste, mais pour la mécanique agricole, pour le TP, pour le poids lourd, pour la marine, pour l'automobile, pour tout. En fait, tout ce qui est diesel. D'accord. Oui, chose qu'un mécanicien lambda, entre guillemets, lui, il fait que de la voiture. Voilà, c'est ça. Il fera pas... Un mécanicien automobile fera que de la voiture. Là, nous, la partie diesel, on touche vraiment à tout. Et on a des injecteurs et des pompes qui viennent de toute la France. D'accord, en fait. C'est vraiment une niche quand même, c'est quelque chose de... Ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Justement, parce qu'on voit bien que tu es passionné, on se connaît, donc voilà. C'est quoi, toi, les clichés sur ton métier ? On en a parlé un petit peu, que tu aimerais enlever, et est-ce que tu aimerais dire aux gens, voilà, si tu veux faire ce métier, vas-y, lance-toi. Comment on appréhende le métier ? Est-ce que tu le vendrais ? Tu le conseillerais ? Ou même des gens qui sont en reconversion, peut-être, d'ailleurs. C'est une vocation, moi j'appelle ça une vocation à passion. C'est un métier, tu le fais pas si t'aimes pas, en fait. Si tu n'aimes pas les voitures, si t'aimes pas, j'allais dire te faire chier pour être un peu vulgaire, tu vois, mais parce qu'il y a plein de fois où c'est le cas. Si t'aimes pas ça, en fait, c'est pas fait pour toi. À l'origine. On peut pas se passionner au fur et à mesure. Il y a des métiers comme ça. Tu sais, on rentre dedans un peu, puis en fait, au fur et à mesure, je commence à aimer ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est quand même assez compliqué parce que si t'aimes pas dès le début, tu vas forcément y mettre un peu moins du tien. Tu vois. Après, ça reste assez personnel, hein, ce que je te dis, mais j'ai l'impression que si t'aimes pas ça, en fait, c'est très compliqué
de finir par aimer ça. Tu peux aimer les voitures en disant ça c'est une belle voiture par exemple, ou tiens regarde la Lamborghini là-bas, c'est incroyable. Tu peux aimer ça, mais tu peux ne pas aimer les réparer. Tu vois, par exemple. C'est pas la même chose. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais si t'as pas la passion, je trouve que ça devient compliqué de faire ce travail-là. Par contre, si t'es un passionné, ne serait-ce qu'un petit peu, là, en rentrant dedans, tu peux, en voyant l'envers du décor, tu peux te dire ah ouais, en fait, c'est carrément bien, c'est carrément cool. J'avais pas l'impression que je ferais autant de choses. C'est assez varié, au quotidien quand même. Ouais, ça reste, surtout dans le multimarque. Tu vois pas tes journées passer ? Non, en vrai, quand t'es parti, t'es parti. Quand tu changes un moteur, par exemple, la journée est finie. Elle est juste commencée, qu'elle est déjà finie. T'as l'impression que t'as pas avancé. T'as l'impression que c'est tout ce que t'as fait. Alors, tu sais que t'as travaillé, tu vois, mais tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça. C'est incroyable. Alors, la journée, on en a pas parlé, mais la journée type, c'est quoi ? C'est du 8-17, 8-18, 8-16 Nous, c'est 8h30 midi et 14h, 18h. Pour l'entreprise. Après, nous, on a maintenant, comme dans beaucoup d'entreprises, on peut aménager un peu nos horaires. Du coup, nous, on a réussi avec un de mes collègues à avoir qu'une heure de pause de midi pour pouvoir débaucher une heure plus tôt le soir. Ah, confortable. Pas de boulot le week-end ? Non, il y a certains garages qui sont ouverts le samedi. Nous, c'est pas le cas. D'accord. Pas d'urgence d'astreinte, de choses comme ça Non, ça arrive jamais, quoi. Pas besoin. Ok. Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler sur ton métier, des anecdotes que tu aurais tu parlais des clichés avant, avant, là. Il y a celui sur lequel je vais vraiment appuyer. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que que t'es obligé d'aller là-dedans. Mais en même temps, c'est pas parce que t'es pas bon que tu vas pas t'éclater dans ce domaine-là. Mais en même temps, t'as quand même besoin de te servir de ton cerveau. Donc j'aimerais bien juste vraiment déconstruire ce mythe de il est nul, on va l'envoyer faire de la mécanique. Tu vois, ça vraiment, faut arrêter avec ça. Faut faire marcher son cerveau à fond, c'est vraiment le cliché que j'essaye de casser au mieux pour dire aux gens, mais voilà, en fait, arrêtez de penser que parce qu'il est mécano, il est débile. C'est un peu l'idée. Quand tu dis je suis mécano, je suis mécanicien, autour de toi, tu sens les regards un peu là-dessus ? Non, pas forcément, parce que on arrive à tout de suite, en fait, en engageant la conversation, à déconstruire ce mythe de je suis allé là-dedans parce que j'étais nul. Moi, je suis sorti de l'école, j'ai eu mon brevet avec 16 de moyenne, mon bac avec 17 et mon BTS avec 16. Tu vois. Ouais, t'as toujours su que tu voulais aller là-dedans. Ouais, j'ai toujours été plutôt bon, en fait, à l'école. Pour autant, je suis mécanicien, en gros. Ouais, non, mais t'es passionné en tout cas. Mais c'est parce que, comme je te le disais, c'est une vocation à passion. La chose à retenir. Benoît, tu ne vois rien à ajouter ? Bah écoute, non. On n'est pas trop mal. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On est pas mal. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.